Alors aujourd'hui, on s'attaque à une sacrée énigme littéraire, le livre le plus connu et en même temps le plus déroutant de Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. C'est un livre qui a fasciné, mais qui a aussi donné beaucoup de fil à retordre à des générations de lecteurs. Pour essayer de comprendre cette œuvre, qui est, disons-le, incroyablement dense, on va s'appuyer sur un guide qui la rend beaucoup plus accessible. L'idée, c'est de rendre ce qui est complexe, presque décontracté, pour qu'on puisse enfin saisir où Nietzsche voulait en venir. C'est la question à 1 million. Pourquoi ce livre si particulier, si poétique, qui ressemble plus à une prophétie qu'à un traité de philo, est considéré comme un chef-d'œuvre? Allez, on plonge et on va essayer de démêler tout ça. Bon, pour commencer, il faut parler du grand paradoxe de ce livre. C'est simple, tout le monde le connaît, mais quasiment personne ne l'a vraiment compris. C'est sans doute le livre de Nietzsche qui s'est le plus vendu, mais c'est aussi, et de loin, celui qui a provoqué le plus de contresens. Et c'est Nietzsche lui-même qui nous prévient, hein. Dès le sous-titre du livre, il annonce la couleur, un livre pour tous et pour personne. En gros, c'est une porte ouverte à toutes les interprétations. Et le résultat, c'est que des générations entières ont simplement pioché dans Zarathustra ce qu'elles avaient envie d'y trouver. D'ailleurs, Nietzsche ne décrivait pas son livre comme un traité, mais comme une symphonie. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas le lire en cherchant une thèse, un argumentaire classique. Il faut être patient, il faut écouter la musique des mots, la mélodie de la pensée. Bref, c'est une invitation à lire d'une façon complètement différente, beaucoup plus active. Ok, une des clés essentielles pour entrer dans ce livre, c'est de comprendre l'homme qui l'a écrit. Parce que Zarathustra, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas juste une inspiration intellectuelle qui lui est venue comme ça. Non, ça vient de très loin, d'une crise personnelle absolument terrible. Il faut s'imaginer la scène. Le contexte dans lequel il écrit, c'est un véritable drame. Pile au moment où il commence Zarathustra, il encaisse une série de pertes monumentales. Il est seul, il se sent trahi en amitié, trahi en amour, et comme si ça ne suffisait pas, il apprend la mort de Richard Wagner, son ancienne idole, devenu son pire adversaire intellectuel. Derrière les grands concepts philosophiques, il y a souvent un drame très humain. Nietzsche, il avait ce grand rêve de former une sorte de communauté d'esprit libre, sa trinité, avec ses deux amis les plus proches, Paul Rée et Lou Salomé. Et quand ce projet s'effondre, il se retrouve face à un vide, une solitude absolument dévorante. C'est là que les mots qu'il écrit dans une lettre prennent tout leur sens. C'est incroyablement fort. Il dit que l'écriture de ce livre n'est pas un exercice intellectuel. Non, c'est un acte de survie. Zarathustra, c'est la création qui lui permet de ne pas sombrer, de transformer son désespoir en quelque chose de plus grand. Alors, on a le contexte. Maintenant, parlons du personnage principal, Zarathustra. Et attention, le choix de ce protagoniste, c'est tout sauf un hasard. C'est même un coup de génie absolu de la part de Nietzsche. Et voilà le coup de maître. Il prend le personnage historique qui a, en quelque sorte, inventé la morale binaire, cette grande opposition entre le bien et le mal, et il en fait le prophète qui revient pour annoncer la fin de cette morale. C'est une pirouette philosophique et historique complètement folle. En fait, il faut bien comprendre que Zarathustra, c'est l'avatar de Nietzsche. C'est le moyen qu'il se donne pour mener une guerre contre une tradition dont il est lui-même l'héritier. Il sait très bien que l'héritage de Platon, des moralistes, coule dans ses propres veines. La guerre qu'il mène, c'est donc aussi une guerre contre une part de lui-même. Et le point crucial, il est là. Pour Nietzsche, seul celui qui a créé l'erreur peut avoir l'honnêteté et le courage de la reconnaître et de la dépasser. C'est ça qu'il appelle le dépassement de la morale par elle-même, grâce à une exigence de vérité absolue, d'honnêteté intellectuelle. D'accord, on a notre héros, Zarathustra. Mais concrètement, il se bat contre qui? Contre quoi? Eh bien, sa cible principale, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas un groupe. C'est une idée, une tendance profonde de la société moderne. Et cette idée, cet ennemi, il a un nom, le dernier homme. C'est le grand méchant de l'histoire. Le dernier homme, c'est l'aboutissement de la modernité. L'être humain satisfait de sa petite vie, sans risque, sans ambition, sans grandeur. Pour Nietzsche, c'est tout simplement l'horizon le plus méprisable qui soit. Pour critiquer cet horizon, Nietzsche s'attaque à ce qu'il nomme les idées modernes. Et attention, ce sont des choses qui nous semblent très positives, comme la quête du bonheur, l'égalité, la solidarité. Mais pour lui, tout ça, ce sont les symptômes d'une société fatiguée, une société qui a peur de la grandeur, de la souffrance, de l'exception. C'est la recette parfaite, selon lui, pour nous mener tout droit à cette médiocrité confortable. Cette citation, elle résume absolument toute sa critique. Ce qu'il dit, en gros, c'est que la société moderne se ment à elle-même. Elle fait passer sa propre médiocrité pour de la sagesse, pour un choix raisonnable. En réalité, c'est juste une belle excuse pour ne pas affronter son propre manque d'ambition. Finalement, on se rend compte que le livre ne donne pas de réponse toute faite. Bien au contraire. Il se termine sur un défi. Un défi qui est lancé à quiconque ose l'ouvrir.
Nietzsche, il exige une nouvelle façon de lire, beaucoup plus intense. Il ne veut pas qu'on lise son livre comme un roman. Il parle d'écrire avec son sang, de ruminer les idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit nous prendre aux tripes. La philosophie, ça doit pas rester une affaire de tête. Ça doit descendre dans le corps, dans notre vie de tous les jours. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, à cet ordre final que Zarathustra donne à ses disciples et donc à nous, ses lecteurs. C'est une claque, non? Il nous dit, en substance, « Ne soyez pas mes disciples, ne me suivez pas. Perdez-moi pour vous trouver. » Le but ultime, ce n'est pas de créer des petits Nietzschéens, c'est d'inciter chacun à penser par soi-même. Et la question vertigineuse que ce livre nous laisse entre les mains est donc, après avoir lu ça, qui va-t-on décider de devenir?